Le CEP ou bien la sclérose en plaques devenait actuellement le premier cause de l'handicap chez les sujets jeunes. C'est une maladie chronique inflammatoire dégénérative du système nerveux. Inflammatoire à cause de l'inflammation, dégénérative par la dégénérescence des fibres nerveuses. Elle se développe d'une manière intermittente le plus souvent, mais parfois progressivement, soit d'emblée progressivement, soit secondairement progressive. L'élément inflammatoire responsable de peser, alors que l'élément dégénératif responsable de la progression de malade. On va essayer de vous expliquer et de comprendre comment ça se passe, la physiopathologie vraie de ce maladie. On va essayer de le expliquer de façon très schématique et simplifiée. On a dit que le CEP, c'est une maladie inflammatoire auto-immune parce qu'il y aura la présence des anticorps. Une réaction inflammatoire qui va tâcher et déclencher suite à un agent inconnu au niveau des fibres nerveuses. Généralement, la réaction inflammatoire, c'est un réflexe pour assurer la récupération des fibres nerveuses endommagées. Premièrement, les cellules inflammatoires à prédominance lymphocytaire elles vont passer par le barrière hémato-encéphalique de son périphérique vers le système nerveux. Elles vont passer le barrière hémato-encéphalique au cicatricier au niveau des fibres nerveuses, ici la récupération de ce dégât inflammatoire. Ce premier état va évoquer la phase de PC. Parfois, il y aura une rémission à cause de la récupération, c'est-à-dire le cellule inflammatoire va essayer de nettoyer le dégât des fibres nerveuses et il y aura la récupération. On parle de PC rémissionnel. Parfois, non, il y aura la progression de la malade ou la réaction inflammatoire, il est déjà dépassé. Le nettoyage, il est à son maximum. Il y aura ce qu'on appelle la progression de malade. Ce qu'on appelle le gain de myéline va s'endommager, va le sens inverse. À ce moment-là, où il y aura la progression de la malade et la dégénérescence de la gaine de myéline, c'est la phase chronique de développement de ça. Prenez de note vous-même. Cette évolution est toujours dans le contexte temporo-spatial. C'est quoi le contexte temporo-spatial? Temporel, c'est-à-dire l'évolution de ces signes cliniques, quelle que soit la poussée ou bien la progression du malade, il suffit de le temps, c'est-à-dire le patient va vous dire que j'ai un symptôme quelqu'un l'année passée, puis je reviens et je refais ce même symptôme cette année. C'est ce qu'on appelle la dissémination temporelle. Et on a autre chose, c'est la dissémination spatiale, c'est-à-dire la présence des différentes lésions au niveau du système nerveux, ou bien des plusieurs lésions objectivées par le médecin sur le patient. Pour objectiver toutes ces lésions, on va agir sur l'examen clé qui est l'IRM, qui va objectiver les différentes lésions, quelles que soient anciennes ou bien quelles que soient récentes. C'est ça. C'est-à-dire toujours on est dans un contexte temporo-spatial. Les différents symptômes de SAP. On a des troubles moteurs de 60% des cas qui sont monosymptomatiques, c'est-à-dire un seul symptôme, une seule partie du corps. Généralement, se présente sous forme des fatigabilité d'effort, sous forme des lourdeurs, mais lorsqu'on va examiner le patient va présenter un syndrome pyramidal. D'accord. On a d'autres symptômes, par exemple les troubles sensitifs, des parasithisés, des picotements, la sensation des charges électriques de chaud et de froid et le signe d'hermite. C'est quoi le signe d'hermite? Le signe d'hermite représente une décharge électrique qui va suivre le rachis cervico-dorsal jusqu'à les membres inférieurs qui est provoqué par l'antiflexion. C'est ça le signe d'hermite. Elle est dite à l'atteinte des fibres nerveuses oculo-dorsales. On a d'autres signes qui ne sont pas constants, quels que soient les signes vestibulaires, les syndromes cérébroleux ou bien l'atteinte des nerfs crâniens. Mais le signe le plus important que j'insiste, c'est l'atteinte oculaire, c'est l'atteinte de nerfs optiques. On parle de la neuropathie optique, c'est la norbe. 80% des cas de SAP présentent ce norbe. Généralement, elle est asymétrique. Elle est basicule, c'est-à-dire comme ce cas de la myasthénie. Donc, au lieu oculaire, elles vont variables de la journée et variables de les situations de la topographie, de différentes topographies plutôt. Donc, mais elle est récupérante de 60% des cas, bien de 80% des cas, donc pendant 6 mois. Lorsqu'on va faire le fondé généralement est normal.
Il n'y a pas d'atteinte. C'est ça le caractéristique de norme. Comment on se pose le diagnostic de SEP? Le diagnostic est reposant généralement sur des critères cliniques et radiologiques. C'est la dissémination temporelle, la dissémination spatiale et l'IRM. La dissémination temporelle, on a dit, c'est la succession des signes cliniques récents et anciens de le temps. Il est présenté généralement, quel que soit par l'insurrogatoire, soit objectivé par l'IRM. La dissémination spatiale, c'est la présence des différentes lésions du système nerveux de différentes topographies. On va citer les différentes topographies qui sont des sites bien spécialisés de la développement des plaques, bien spécialisés de ce malade. Voici l'IRM d'un patient qui est atteint de SEP. Généralement, les plaques sont développées sur des zones de prédilection, sont très spécifiques, comme je dis déjà dit. Ces zones, généralement, on va parler, comme on va voir ici, sur la partie corticale, juxtacorticale, au niveau de la moelle épinière, surtout au niveau de la cordon postérieur, ce qui va expliquer l'apparition des signes sensitifs, surtout l'atteinte de la proprioception. Et au niveau de la partie sous-tentorielle, c'est-à-dire au niveau du cervelet, ce qui va expliquer l'atteinte et l'apparition de signes d'hermite. Ces plaques, généralement, sont soit ovalaires, lenticulaires, sont perpendiculaires à l'axe des différents sillons du système nerveux. On arrivera à un résultat, ou bien à un bon raisonnement pour qu'on va puiser faire le diagnostic. On a besoin de plusieurs critères, les critères cliniques et les critères radiologiques. Premièrement, si le patient, par exemple, présente deux PC et une seule lésion objectivée, on a un besoin d'un autre critère, c'est-à-dire le patient va vous dire, comme j'ai déjà dit, j'ai un PC l'année passée et maintenant aussi j'ai aussi un PC. C'est quoi le PC? C'est la progression vers l'apparition, la réapparition des différentes lésions de deux temps différents. Comme j'ai déjà dit, c'est ça ce deux PC. Mais lorsqu'on examine le patient, c'est toujours le même signe qui apparaît, soit l'année passée et le premier cette année, donc c'est toujours le même signe, ce qu'on appelle une seule lésion. Donc, à ce moment-là, on a confirmé la dissémination temporelle, mais la dissémination spatiale, pas encore confirmée. Donc, on a besoin d'un autre critère pour confirmer la dissémination spatiale. Donc, on va faire l'IRM, on va objectiver au moins deux lésions de deux topographies différentes. C'est ça le premier cas. Le deuxième cas, où le patient vient avec deux lésions objectivées, par exemple le norbe et un signe moteur, mis dans un seul PC, c'est-à-dire le même PC toujours. Le patient va vous dire l'année passée j'ai un PC. Il ne consulte pas, donc le patient me présente deux lésions. Donc, en même temps, deux lésions. De le même PC, on a deux lésions. Donc, à ce moment-là, on a objectivé la dissémination spatiale, mais la dissémination temporelle n'est pas encore confirmée. On a besoin d'autres critères pour confirmer cette dissémination temporelle. On va faire l'IRM toujours. Il faut qu'il y aura la présence simultanée des lésions récentes et des lésions donc, des lésions récentes qui apparaissent en hyperdense et des lésions anciennes hypodenses. Donc, avec la présence des bodes oligoclonales. C'est quoi les bodes oligoclonales? Généralement, comme on a déjà dit, concernant la physiopathologie, il y aura une réaction inflammatoire. Les oligochondrocytes, ils vont permettre la récupération et le nettoyage. Il va libérer, donc il va laisser ces bandes. La présence des bandes va évoquer la dissémination temporelle. Le troisième cas où le patient avec deux PC et deux lésions objectivées sur l'examen clinique, donc on va confirmer le diagnostic. Bon, l'IRM, c'est pas fortement indiqué, mais c'est à conseiller parce que c'est l'examen clé pour trancher entre les différentes lésions et les différents diagnostics différentiels de SEP, quel que soit par exemple la maladie de Behçet. À ce moment-là, le patient présente des lésions qui sont en plage, qui sont diffusantes, mais et présente d'autres lésions associées aussi.
Une fois le diagnostic du CEP est posé, on arrivera au final de traiter le patient. Le traitement est divisé en deux parties, le traitement d'impulsé et le traitement de fond. Le traitement d'hyposé repose essentiellement sur les corticoïdes qui sont indiqués à dose maximale en IV ayant pour but immunomodulateur immunosuppresseur. À titre de terme, le solimidrol 1 à 2 mg par kg par jour en IV pendant 3 à 5 jours. Les autres traitements sont indiqués pour le traitement de fond ou bien le traitement à long terme. Première intention, on va indiquer ou bien on va prescrire les interférons alpha, les interférons bêta. Et on a d'autres types de traitements. En deuxième intention, en cas d'échec des interférons, ce sont les anticorps monoclonaux à titre de terme, natazilimab. Ce sont pour but d'éviter la cicatrisation des lymphocytes au niveau de la barrière hémato-encéphalique pour éviter l'endommagement de ce dernier là. Et c'est ça, tout ça concernant le traitement de SAP avec le traitement symptomatique, le traitement isontalgique, le traitement du tremblement, les autres traitements, les traitements des autres signes associés aussi. Et comme ça, on a fini le sujet d'aujourd'hui concernant le SAP, concernant les différentes étapes très caractéristiques, le diagnostic, le traitement et les bases de physiopathologie. J'espère que ce vidéo sera très utile et intéressant pour vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas d'abonner. À bientôt.